remarquable par sa durée, par son thème, par sa rigueur. Donc, c'est vraiment un groupe de personnes avec qui j'ai toujours plaisir de parler. Je suis venu déjà parler à plusieurs reprises sur l'énergie, sur le pétrole, sur la gouvernance. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du diabète, comment vaincre le diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments. Il y a une partie où je vais raconter un peu mon expérience, mais à travers ça, il y a aussi un aspect, je dirais, de discussion un petit peu de la structure, du fonctionnement de la médecine et de comment on est capable ou on a de la difficulté à accepter des idées nouvelles, même quand elles sont bien appuyées. Donc, même si le titre peut être peut-être un peu racoleur, mais bon, c'est le titre du livre, il faut bien les vendre, mais c'est aussi, derrière ça, il y a un aspect scientifique et il y a un aspect, je dirais, de gouvernance ou de politique, de relation avec la médecine. Donc, voilà, on a déjà un petit peu présenté et mes travaux sont loin du diabète de type 2 d'une certaine façon, mais pas si loin que ça. Je m'intéresse vraiment à la dynamique des systèmes complexes. C'est quoi un système complexe? Ça peut être des liquides qui vont geler, qui vont faire de la glace, des verres, ça peut être des alliages métalliques, des aciers, des alliages d'aluminium et essayer de comprendre comment ils vont évoluer dans le temps. Ça peut aussi être des protéines et comprendre comment des protéines vont se transformer, elles vont changer de structure et entre autres pour les maladies qu'on appelle amyloïdes, comme la maladie d'Alzheimer, de comprendre comment c'est les protéines à la base de cette maladie-là qui sont individuellement tout à fait sans danger. Quand la même protéine commence à cristalliser un peu, les cristallites qu'ils vont faire vont devenir neurotoxiques et sont à la source de l'Alzheimer. C'est une simplification parce qu'il y a encore des débats pour savoir est-ce que c'est vraiment ça la source de l'Alzheimer ou d'autres protéines. Donc, il y a des débats là-dessus, mais c'est l'hypothèse dominante aujourd'hui. Et un peu les mêmes questions sur la COVID. On s'intéresse aussi à comprendre quel genre de molécules pourraient empêcher le virus de se lier aux cellules, aux récepteurs qu'on appelle ACE2, qui permettent au virus de se lier puis d'injecter donc son ARN dans les cellules et d'en prendre le contrôle. Donc, c'est un peu le genre de travail que je fais. En parallèle aussi, je m'intéresse beaucoup aux questions énergétiques, de ressources naturelles. Donc, j'ai fait plusieurs livres sur le sujet. Et ça a bifurqué, entre autres, avec quand j'étais à la tête de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, des enjeux plus fondamentaux, si on veut, liés à l'énergie ou plus techniques, à des enjeux plus de gouvernance, plus de relations, plus de politique, de sciences politiques, de comprendre comment on fait des choix, comment on se transforme devant des crises. Et ça a été, entre autres, le thème de gagner la guerre du climat, qui est un livre basé sur la science, mais aussi qui va analyser un petit peu la façon dont la société répond à ça. Donc, j'ai un peu mentionné là, avec la Commission sur les enjeux énergétiques. Je suis aussi pas mal impliqué à différents niveaux dans la transition énergétique. Et bon, j'ai participé à la fondation du Pacte qui fête ses 2 ans cette année. Alors, et Dominique Champagne a justement annoncé qu'il allait se retirer, prendre sa retraite du Pacte pour faire d'autres choses. Et on devrait avoir lundi la nouvelle politique énergétique du Québec qui va être annoncée là, par le ministre Charette. Là, il y a un communiqué qui a été envoyé cette semaine, aujourd'hui et cet après-midi pour annoncer la conférence de presse. Donc, on saura un peu comment le Québec se positionne là-dessus. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais quand même vous parler d'énergie parce que c'est quand même un thème que je ne peux pas quitter facilement. On va voir que le diabète de type 2, c'est associé avec un surplus d'énergie, si on veut, et de stockage de surplus d'énergie. Alors, ça sera comme ça que je vais faire le lien un peu mauvais, mais sur le sujet. Donc, c'est mon livre. Donc, ça, c'est la version québécoise. Et la version française qui a donc qui est essentiellement la même chose, là, publiée en France, où on a quand même corrigé un peu le français, c'est-à-dire, entre autres, les timbres qu'on utilise ici de nicotine. Évidemment, en France, on les appelle comment on les appelle? Merde, j'ai oublié. Bon, c'est un nom anglais, évidemment. Donc, on a traduit quelques petits trucs en français vers l'anglais pour que ça soit compréhensible pour les Français.
mais en gros, c'était la même chose. Alors voilà, on va commencer. Donc, l'histoire de ce livre-là est basée sur ma propre expérience. En 2013, en mai 2013, j'avais une infection qui ne guérissait pas et je suis allé voir un médecin. Bon, je n'avais pas de médecin famille, j'en ai toujours pas. Et donc, je suis allé voir un médecin qui, en me regardant, donc j'avais l'air d'à peu près ça, qui m'a regardé et donc a fait quelques tests et m'a rappelé, donc à peu près 5 jours plus tard, c'est pour me dire, il faut que vous passiez à mon bureau. Alors, je suis allé le voir et il m'a dit, bon, vous avez une glycémie à 14,1 millimoles par litre. Là. Donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je sais maintenant qu'aujourd'hui, une glycémie normale, c'est autour de 5, 5,2, 5,5 millilitres par mol. Une glycémie, la limite du seuil de diabète, c'est 7 millilitres par mol, millimoles par litre, pardon, et millimoles par millilitre, on va l'avoir. Et quand on arrive à 14, donc on est pas mal au-dessus de la limite du diabète. Donc, il m'a dit, vous êtes diabétique et il va donc falloir faire quelque chose pour ça. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, évidemment, il faut perdre un peu de poids, il faut changer son alimentation, suivre le guide alimentaire canadien, il faut faire un peu d'exercice et il va falloir prendre des médicaments pour contrôler votre glycémie. Puis moi, j'ai dit, donc, si je fais tout ça, est-ce que je vais guérir? Et sa réponse était non, on ne peut pas guérir du diabète. Le diabète de type 2, c'est une maladie chronique qui va vous suivre et qui va juste se détériorer donc, avec le temps. Donc, quand je suis rentré chez moi, j'étais assez bouleversé. Même si j'ai dans ma famille des diabétiques de type 2, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à cette maladie-là. Pour moi, j'étais actif, je faisais un peu de vélo, j'avais l'impression que je ne mangeais pas si mal. Donc, je n'avais jamais pensé que le diabète de type 2 pouvait me toucher. Donc, ça a vraiment été un choc. Et en arrivant chez moi, j'ai tout de suite jeté tout ce que j'avais de chips et autres affaires et j'ai vraiment changé mon alimentation. Malgré tout, un mois plus tard, quand je suis allé voir le médecin, il a augmenté ma médication, qui est quand même metformin, donc c'est quand même la médication de base là, pour contrôler la glycémie. Donc, on est passé de 250 mg à 500 mg 2 fois par jour. Et j'ai donc j'ai changé, comme je disais, mon alimentation, ce qui fait qu'en novembre de la même année, donc je pesais à peu près 230 livres à ce moment-là. En novembre de la même année, j'étais autour de 205 livres à peu près, mais toujours évidemment avec le diabète de type 2. Et cette maladie-là, donc j'étais sous médication. J'avais aussi commencé à partir de l'été à faire du sport, donc à courir essentiellement. Moi, je ne suis pas très, très grégaire, alors la course, c'est à peu près la chose qui se fait le plus facilement quand on veut. Donc au début, ça a été un peu dur. Là. Les premières fois que j'ai couru, je pouvais faire 1 minute de course, puis après ça, j'arrêtais 30 secondes à marcher, puis à faire ça comme ça pendant 5 ou 10 minutes. Puis là, bon, après quelques mois, j'arrivais à faire 30 minutes, puis 45 minutes de course. Donc, c'est un long processus. Et donc, j'étais là à la fin de 2013. À la fin de 2013, j'avais le diabète et je me planifiais donc de garder cette maladie-là et d'avoir à la gérer donc pour toujours, jusqu'à essentiellement donc, ça veut dire que le matin, quand on se lève, on regarde notre glycémie, on s'aperçoit qu'on a fait un peu trop d'extrait la veille, donc notre glycémie a explosé. Donc, il y a toujours cette peur au quotidien ou ce suivi au quotidien là, de la maladie. Donc, évidemment, avec le titre du livre, vous savez que je m'en suis débarrassé, mais je vais revenir là-dessus un peu après sur comment je l'ai fait. Donc, juste pour vous dire, ça fait maintenant depuis 2014 que je ne suis plus diabétique. Donc, je vous donne le punch la fin, donc vous pouvez arrêter si c'était ça votre question. Alors, sinon, donc, je vais continuer un petit peu. D'abord, retourner sur mes questions à moi. Qu'est-ce que c'est le diabète? Et vraiment, quand on m'a dit que j'étais diabétique, bon, j'ai dit, je suis physicien, je fais de la biophysique, je m'intéresse donc à certaines maladies, mais diabète, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais regardé de manière sérieuse ou quoi que ce soit. Donc, le diabète, c'est en fait une famille de maladies
qui sont liées à un déséquilibre du taux de sucre donc, dans le sang. Et c'est associé vraiment à une perte de production d'insuline. L'insuline qui est produite dans le pancréas. Je vais revenir un peu là-dessus. Donc, en gros, il y a trois grandes familles de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est la maladie la plus brutale. Donc, c'est une maladie qui est souvent auto-immune, c'est-à-dire que c'est le corps, le système immunitaire lui-même, qui va s'attaquer aux cellules bêta, qui sont celles qui produisent l'insuline, et qui vont, sur une période qui peut aller de quelques jours à quelques mois ou quelques années, essentiellement détruire ces cellules-là et faire en sorte que la personne qui est diabétique de type 1 ne produit pas d'insuline du tout et doit donc s'injecter de l'insuline pour être capable de survivre. Donc, c'est vraiment un problème qui n'a rien à voir avec le mode de vie de la personne, qui n'est pas un... En fait, c'est une maladie, le diabète de type 1, qui n'est pas même une maladie génétique. On ne comprend toujours pas vraiment l'origine de cette maladie-là. Donc, chez les jumeaux identiques, par exemple, évidemment, il y a une plus grande probabilité s'il y a un jumeau qui développe le diabète de type 1 que l'autre le développe, mais ce n'est pas sûr et les probabilités ne sont pas très, très élevées. Donc, vraiment, on ne comprend pas trop. En général, le diabète de type 1 apparaît relativement tôt, donc entre l'adolescence et en jeunes adultes. Pas toujours, mais normalement, ça arrive à ce moment-là. Un autre diabète qu'on connaît aussi assez bien, c'est le diabète gestationnel, c'est-à-dire que c'est un diabète qui va se produire durant la grossesse. Il est souvent quand même associé avec, chez la mère avec un problème de gestion de l'insuline et donc souvent c'est un précurseur, c'est annonciateur du diabète de type 2, pas toujours, mais souvent. Et finalement, il y a le diabète de type 2, qui est celui dont je vais vous parler, qui est une maladie à caractère génétique et associé au mode de vie. Donc, à la fois, on a besoin d'avoir certaines particularités génétiques et on a besoin d'avoir un mode de vie qui favorise l'émergence de cette maladie-là. Et plutôt que d'être une perte rapide de la capacité à produire de l'insuline, c'est une perte beaucoup plus lente qui va se produire par le pancréas à produire de l'insuline. Donc, voici les trois types. Le premier type, on n'est toujours pas capable de renverser cette maladie-là. Donc, c'est une maladie qui est vraiment irréversible parce qu'on a vraiment tué les cellules du pancréas, les cellules bêta dans le pancréas, tandis que les deux autres portent plus sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il faut vraiment faire la différence. Le diabète, c'est une maladie assez discrète, si on veut. Donc, ce n'est pas facile de savoir qu'on a le diabète de type 2, même le diabète de type 1, à moins que ça soit avancé. Quand on regarde les symptômes, on s'aperçoit que ce n'est pas des symptômes qui nous font courir chez le médecin tout de suite. Donc, on peut avoir une soif inhabituelle, on peut avoir des mictions fréquentes, c'est-à-dire aller uriner fréquemment. On peut avoir des changements de poids importants, soit des gains de poids, mais plus souvent des pertes de poids importantes. Fatigue extrême, manque d'énergie, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, manque d'énergie ou fatigue extrême? Vision qui se dégrade, des infections fréquentes ou récurrentes. C'est comme ça que moi, j'ai su que je l'avais. Donc, c'est lié à l'autre ici. Donc, des coupures, des ecchymoses qui prennent du temps à guérir. Bon, c'est lié à mauvaise gestion, de mauvaise capacité à régénérer. Des picotements, des engourdissements dans les mains, dans les pieds. Difficulté à obtenir ou à maintenir une érection. Donc, tout ça, ce sont des symptômes, mais c'est des symptômes qui se développent lentement et c'est aussi des symptômes qui ne sont pas très forts. Donc, on n'est pas nécessairement, quand on regarde ça, puis nous, on n'est pas médecin, on ne voit pas nécessairement le diabète. Ce qui fait que le diabète, normalement, est diagnostiqué quand c'est assez avancé. La plupart du temps, à moins d'avoir un suivi régulier pour d'autres raisons, le diabète de type 2 va être, ou même le diabète de type 1, va être diagnostiqué quand on va être très avancé dans ces stades-là, où là, ces symptômes-là vont devenir vraiment importants. Donc, tout ça se passe à cause du pancréas. Le pancréas, c'est un organe qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qui est vraiment bien, on le voit ici, c'est vraiment bien, bien ancré au centre ici dans l'abdomen. Ce n'est pas un organe qui fait mal, donc on ne sent pas s'il y a quelque chose qui se passe dans le pancréas. C'est un organe qui travaille beaucoup, qui génère toutes sortes d'enzymes
toutes sortes de molécules nécessaires pour nous, dont, entre autres, l'insuline. Okay. L'insuline va être produite de manière permanente par le pancréas dans ce qu'on appelle donc des îlets pancréatiques découverts donc au début du 20e siècle. Et donc, là-dedans, il y a deux types de cellules, les cellules alpha, les cellules bêta, et c'est les cellules bêta qui vont faire l'insuline. L'insuline, c'est une molécule, c'est un hexamère avec au centre, donc ici, avec ici un métal là, qui le lie. Donc, c'est un hexamère qui est métastable, c'est-à-dire que quand l'insuline est relâchée dans le sang, l'insuline reste sous une forme qui est comme ça, qui n'est pas accessible par les cellules, et doucement, cette forme-là se défait, se détache, et les protéines qui forment cet hexamère-là vont aller être fixés par les cellules. Et en fixant ça, on va permettre au sucre de rentrer dans les cellules. Donc, l'insuline va gérer l'accès au sucre des cellules, donc la capacité du corps à brûler de l'énergie. Et c'est pour ça, quand on a un problème, quand on avance beaucoup dans le diabète, par exemple, si on a des taux de sucre très élevés, bien, il va généralement être associé avec un maigrissement parce qu'on ne sera pas capable d'absorber l'énergie. Okay? Donc, la grande fatigue, ça est due à cette molécule-là. Et comme elle est métastable, elle circule dans le sang quand même, donc ça maintient une certaine concentration dans le sang. Et c'est là aussi que ça joue. Donc, qu'est-ce que c'est que le diabète de type 2? Le diabète de type 2 est associé à deux aspects, comme j'avais dit. D'abord, un aspect génétique. C'est-à-dire que chez les gens qui souffrent de diabète de type 2 ou qui sont prédisposés à souffrir de diabète de type 2, on a, de manière génétique, une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que les cellules ne captent pas facilement l'insuline et il faut plutôt une concentration plus élevée d'insuline dans le corps pour que celui-ci soit capable de fixer l'insuline dans les cellules et donc de gérer le sucre. Cette capacité-là peut être améliorée par le sport. Donc, en fait, les muscles vont avoir plus de facilité à capter l'insuline et pour des raisons qui ne sont pas nécessairement très claires. Donc, faire du sport, rester actif physiquement, et c'est plus que juste une marche, de vraiment rester actif avec des efforts significatifs, augmente la capacité du corps à absorber l'insuline. Donc, ça, c'est la partie génétique. Mais une difficulté à absorber l'insuline, pour la plupart des gens qui ont cette particularité génétique, ça ne veut pas dire qu'on va développer l'insuline. Pardon, le diabète de type 2. Ça veut juste dire qu'on est plus susceptible. Mais si on n'a pas les autres conditions liées au mode de vie, bien à ce moment-là, il y a peu de chances qu'on développe le diabète de type 2. La question peut se poser de savoir génétiquement quel est l'avantage évolutionnaire d'avoir cette prédisposition-là. Pour certains, cet avantage-là serait lié à des manques de nourriture. Donc, durant des disettes ou d'autres des périodes où on a peu accès à la nourriture, avoir un peu plus de difficulté à absorber le sucre permettrait de limiter les dégâts, de moins brûler notre énergie rapidement et donc d'être capable de survivre plus facilement dans des périodes de disette. Mais il n'y a pas de consensus sur vraiment l'intérêt évolutionnaire de cette particularité-là, mais disons qu'elle doit toucher la majorité des humains sur Terre aujourd'hui. Donc, c'est une particularité génétique, mais qui est quand même largement répandue. Le mode de vie maintenant qui est important pour développer le diabète de type 2, c'est lié à la sédentarité. Donc, le manque d'exercice, et je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice physique facilite l'absorption de l'insuline. Et donc, la sédentarité va diminuer cet aspect-là. Ils vont forcer le pancréas à produire plus d'insuline pour être capable de capter le sucre. Et le surpoids également. Et le surpoids a deux aspects. D'abord, en ayant plus de poids, on a plus de cellules à nourrir, donc ça implique plus d'insuline. Mais il y a aussi le fait, et ça, on sait ça depuis au moins le début des années 90, que le surpoids est lié donc avec plus de graisse qui
qui est dans le corps humain, et entre autres, plus de graisse qui va aller s'installer dans le pancréas. Et le gras est toxique pour les cellules bêta. Il va donc contribuer à affaiblir le pancréas, la capacité du pancréas à produire de l'insuline. Donc, on le voit, il y a deux aspects qui vont être en jeu pour le surpoids. Une augmentation de la graisse dans le pancréas, puis aussi une augmentation du travail qui est fait par le pancréas. Donc, ces deux aspects-là vont jouer un rôle là, pour le développement de la maladie. Voilà. Oui. Donc, voici un petit peu comment on sait, ce qu'on sait aujourd'hui du diabète de type 2. Évidemment, il y a toutes sortes de questions qui restent en compte sur la question de la résistance à l'insuline, par exemple, ou donc comment est-ce que ça peut changer ou non, ou comment ça change en fonction de notre mode de vie. Il y a aussi encore des questions qui sont liées à l'hypotoxicité, mais disons qu'on comprend aujourd'hui les grandes lignes de cette maladie-là. Le diabète de type 2 a des effets sur la santé qui sont indirects, c'est-à-dire que l'effet sur la santé n'est pas dû au fait que le pancréas ne produit pas d'insuline, mais plutôt au fait que le taux de sucre augmente dans le sang, et c'est le sucre qui va être toxique, en fait. Donc, la toxicité vient du sucre qui va donc mener à des complications. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que les complications vont d'abord toucher les micro-vaisseaux sanguins, donc ceux qu'on va retrouver dans les yeux, ceux qu'on va retrouver au bout des mains, des pieds, et ce qui va mener à ce qu'on appelle une rétinopathie, donc essentiellement à la dégradation de la rétine. On va aussi avoir ce qu'on appelle les malperforants plantaires. Donc, essentiellement, avec la dégradation des vaisseaux, bien, il va y avoir moins de sang qui va circuler, moins de capacité de régénérescence, et ce qui va mener, entre autres, à des abcès qui ne guérissent pas, puis qui vont mener à la gangrène et à des amputations. Donc, en fait, la première source de cécité chez les adultes, c'est le diabète de type 2. La première source d'amputation chez les adultes, c'est aussi le diabète de type 2. Donc, c'est vraiment une maladie qui a des effets importants de ce côté-là. Il y a aussi des effets qui vont se faire ressentir au niveau du rein. Donc, la plus grande fraction des gens qui ont besoin donc une insuffisance rénale, qui vont avoir besoin là j'ai un blanc, de dialyse, pardon. Donc, les gens qui auront besoin de dialyse sont avant tout des diabétiques de type 2. Okay? Donc, encore une fois, on voit que le diabète affecte beaucoup la santé. On a aussi des problèmes importants cardiovasculaires et d'hypertension. La première source de décès chez les diabètes de type 2, c'est lié à des maladies cardiovasculaires. Et le lien n'est pas toujours très clair, et entre autres, même avec un bon contrôle du diabète de type 2, du diabète, de la glycémie, les risques augmentent de manière importante, les risques cardiovasculaires, et ce n'est pas trop compris pourquoi ça se produit. Il y a aussi ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a un lien aussi avec l'Alzheimer et les maladies cognitives. Donc, des gens qui développent le diabète de type 2 ont une probabilité plus grande de développer l'Alzheimer et d'autres maladies cognitives. Il y a des gens qui ont suggéré qu'on pouvait considérer l'Alzheimer comme un diabète de type 3. On retrouve ça dans la littérature scientifique. Je trouve que ce n'est pas hyper convaincant, les données qu'on retrouve. Par contre, ce qui peut se passer, c'est évidemment si le taux de sucre élevé a un effet sur les vaisseaux sanguins dans le cerveau également, ça pourrait réduire la capacité du cerveau à gérer, entre autres, la dégradation liée à l'Alzheimer. Donc, moi, je ne crois pas, donc, quand je regarde la littérature, là, malgré plusieurs suggestions dans ce type-là, qu'on peut vraiment décrire l'Alzheimer comme un diabète de type 3. Je pense que c'est vraiment une maladie différente. On fait le lien aussi parce que dans le diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle des protéines amyloïdes, un peu comme celles qui causent l'Alzheimer, qu'on va retrouver dans le pancréas.
mais celles-ci arrivent par la suite, ne sont pas à l'origine de la dégradation ou du diabète, mais c'est probablement lié plutôt aux problèmes liés dans le pancréas une fois avec la dégradation des cellules bêta. Mais donc, toujours est-il qu'il y a un lien fort entre le diabète de type 2 et les maladies cognitives. Et c'est très important de voir que d'un point de vue génétique, et ça, c'est assez fascinant. Donc, d'un point de vue génétique, la génétique n'a pas changé beaucoup depuis quelques centaines d'années, mais on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup plus de diabète de type 2 qu'on avait il y a même 50 ans ou 30 ans. Et c'est en partie lié à la transformation du mode de vie. Ce qu'on pense aussi, il y a plusieurs études qui suggèrent ça, mais il reste encore du travail à faire pour le démontrer là, complètement. On pense aussi que le diabète de type 2, c'est une maladie épigénétique. C'est-à-dire que des enfants qui naissent d'une mère qui est diabétique de type 2 pourraient avoir dès la naissance une prédisposition beaucoup plus forte à développer la maladie. Il y a des indications de ça, mais je dirais les preuves formelles de ce lien épigénétique restent encore à démontrer. Mais ça serait donc une maladie dont l'augmentation s'accélère à cause déjà d'un plus grand nombre de diabétiques par cette relation-là entre mère et enfant. Okay. Mais il faut encore un peu de travail pour ça. Quoi qu'il en soit, le diabète de type 2, c'est une maladie qui, en général, va mener à une réduction de l'espérance de vie de 9 ans. Okay? Sans compter qu'au-delà de l'espérance de vie comme telle, il y a une réduction additionnelle de la qualité de vie dans les dernières années. Donc, en gros, ça hypothèque beaucoup les dernières années de notre vie. Et j'avoue que moi, quand j'ai été diagnostiqué, ça m'a un peu fait peur. Moi, j'avais considéré être actif pendant longtemps, un peu comme Cyril, donc rester dans mon domaine longtemps. Et ça m'a un petit peu fait peur quand j'ai vu les conséquences. Et comme j'étais relativement jeune, j'avais 46 ans au moment du diagnostic, évidemment, plus on est diagnostiqué vieux, moins la réduction est importante. Donc, quand on est plus jeune comme ça, c'est plus important. Donc, ça a vraiment eu un impact sur moi et ce qui m'a amené à me changer. Comme disait un de mes collègues, ça a été vraiment une peur bleue qui m'a amené à me poser des questions. Une des choses fascinantes, si on veut, puis qui montre un petit peu les limites de la médecine, c'est quand on regarde l'évolution de la glycémie chez les gens, gens diabétiques ou non. Donc, ça, c'est une étude, ça, c'est des données, c'est pas facile à lire, là, mais je vais vous le présenter. Donc, c'est une étude qui s'appelle UK Prospective Diabetes. C'est une étude qui a été faite en Angleterre sur 6500 fonctionnaires britanniques qu'on a suivis pendant une quinzaine d'années. Donc, chaque année, les fonctionnaires avaient à faire un test de santé. Donc, comme ça ne pose pas de problème, on a un système de santé national aussi en Angleterre. Donc, ça faisait partie du contrat. Les fonctionnaires avaient besoin de faire ça. Donc, on a suivi 6500 fonctionnaires. Évidemment, c'est des fonctionnaires, donc qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la population en général. Mais par contre, ce qu'on pouvait voir, c'est un petit peu comment la glycémie, comment le diabète, le contrôle de la glycémie se fait rapidement. Donc, en haut, ici, on a la glycémie à jeun en fonction des années par rapport au moment où on a diagnostiqué le diabète de type 2 ou quand on a arrêté l'étude à 0 ici. En fait, donc, pardon, au moment où on a diagnostiqué le diabète. Et ce qu'on voit, c'est que chez les gens qui vont être diabétiques, la glycémie va augmenter doucement pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, le pancréas perd complètement le contrôle. Et là, en 1 an ou 2, la glycémie explose très, très rapidement, à moins d'avoir un contrôle. Donc, c'est vraiment une maladie qu'on peut voir venir pendant longtemps, mais qui se déclare brutalement quand on perd le contrôle. Quand on reçoit un diagnostic, qu'est-ce qu'on nous recommande? Je l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Et tout ça, je fais tout ça avec une certaine raison, vous allez voir. Là. Donc, voici ce qu'on recommande. On va recommander de manger 3 repas par jour à des heures régulières. Généralement, on va dire qu'il ne faut pas manger à plus de 6 heures d'intervalle.
il faut éviter, évidemment, ou à tout le moins limiter les sucres et les féculents, donc tout ce qui va libérer des glucides de manière rapide. On va éviter ou limiter les aliments riches en matières grasses, essentiellement pour contrôler le poids. La graisse n'a pas un impact significatif direct sur notre glycémie le lendemain matin, mais ça a un effet, évidemment, parce que c'est riche en calories. On nous dit de manger plus de légumes, manger des aliments riches en fibres, entre autres parce que les fibres ralentissent l'absorption des glucides, donc ça permet d'éviter les pics de glycémie et de manger des protéines pour aller chercher un peu plus d'exercice. On a aussi des recommandations sur l'exercice physique. Okay? Donc, on va nous dire en général de faire 2 heures et demie d'exercice physique par semaine. Exercice physique qui fait monter le battement cardiaque, là, donc pas simplement une marche, il faut un peu plus que ça. On nous dit d'abandonner nos mauvaises habitudes, mais ça, on nous dit toujours. Donc, il faut couper le tabac et l'alcool. L'alcool en lui-même a souvent un effet de réduction de la glycémie, mais surtout, ça déstabilise la glycémie. Donc, c'est plus le problème. Et la recommandation standard, c'est de perdre du poids, 5 à 10 du poids initial quand on est diagnostiqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous recommande? C'est une fois, si ça, ce n'est pas suffisant pour contrôler notre glycémie, il faut passer aux médicaments. Et qu'on peut ajuster avec l'autosurveillance. Là, on a la capacité aujourd'hui de mesurer avec une lancette, donc mesurer avec un petit appareil notre glycémie de manière instantanée ou presque. Là. Donc, on est capable de suivre rapidement le taux de sucre dans le sang. Le traitement qui est proposé, il est de 2 types. Le traitement qu'on va donner assez tôt en général, l'idée, c'est de normaliser la glycémie par 2 façons. Donc, on veut normaliser les hyperglycémies, donc on veut éviter que la glycémie monte trop, encore une fois pour protéger les vaisseaux sanguins. Puis, on veut aussi s'assurer qu'on va éviter aussi trop l'hypoglycémie, qui n'est pas dangereuse comme telle. L'hypoglycémie n'est pas toxique, sauf que si on perd connaissance puis on se cogne la tête ou quelque chose comme ça a des effets secondaires qui ne sont pas souhaités. Donc, on veut évidemment éviter l'hypoglycémie pour les raisons de perte d'équilibre et autres, de perte de force, mais d'un point de vue interne, l'hypoglycémie n'est pas dangereuse. Le traitement, on le voit, le traitement, c'est normaliser la glycémie. Il n'existe pas de traitement aujourd'hui qui permet de guérir le diabète de type 2. Donc, tous les médicaments, tout le traitement qui est offert aujourd'hui, c'est un traitement qui va contrôler les symptômes, si on veut, de la maladie, ou limiter les dégâts de la maladie, mais il n'y a pas moyen de guérir la maladie, d'où le nom maladie chronique. Ce qui est fascinant, c'est que peu importe à quel moment on commence un traitement, et ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'évolution de la glycémie à jeun en fonction du temps pour des gens qui ont été diagnostiqués à différentes périodes. Donc, il y a 6 ans, il y a 2 ans, immédiatement. Et ce qu'on voit, c'est qu'après le diagnostic, en gros, peu importe, ce qui compte, ce n'est pas le moment où on est diagnostiqué, ce qui compte, c'est notre glycémie. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, peu importe le moment où on est diagnostiqué, la glycémie va évoluer en moyenne de la même façon chez tout le monde, qui se traite ou qui ne se traite pas. Donc, ce qui montre les limites des traitements aujourd'hui, c'est qu'en gros, les traitements vraiment ne jouent pas sur l'évolution de la maladie. Donc, la dégradation du pancréas va se poursuivre de manière indépendante du traitement qu'on va suivre. Le traitement qu'on suit va limiter les dégâts, va limiter les effets sur notre santé, mais ne ralentira pas la progression de la maladie, qui évidemment varie d'une personne en personne. Ici, ce qu'on a mis, c'est des moyennes. Et ce qu'on voit, c'est que ces moyennes-là, qu'on a commencé à traiter la maladie quand on était tout juste en début de diabète ou quand on était déjà avancé, bien, on va suivre la même courbe sur la durée. Donc, en gros, les médicaments ne sont pas capables de s'attaquer à la source de la maladie. Bon, ça, c'est ce qu'on sait. Donc, si je résume, en gros, le diabète de type 2, on sait que c'est une maladie chronique.
depuis les années 50 à peu près, donc ça ne fait pas si longtemps que ça fait une soixantaine d'années, un petit peu plus peut-être, on est capable, on a des médicaments pour traiter la glycémie. On a depuis les années 20, fin des années 20, l'insuline. Donc, on est capable de donner à des gens qui ont besoin de contrôler la glycémie. Et depuis les années 80-90, on a la capacité de détection. Donc, on peut avoir l'autodétection facile à la maison qui nous permet de contrôler notre maladie. Donc, sur une soixantaine d'années à peu près, on a développé tout un outillage de médicaments qui permet de contrôler la maladie. Et on a mis autour des outils qui facilitent pour chacun de nous, qui est diabétique de type 2, le contrôle de la maladie. Par contre, la philosophie aujourd'hui reste la même qu'il y a 60 ans, c'est-à-dire c'est une maladie chronique, dégénérative, qui va avancer. Et pourtant, dans les années 1960, on a introduit une chirurgie pour traiter l'obésité morbide qui s'appelle la chirurgie bariatrique. Donc, bari, c'est le poids, donc qui contrôle le poids. C'est une chirurgie drastique, draconienne, qu'on inflige à l'estomac. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire, la plus habituelle, c'est ce qu'on appelle la dérivation gastrique en Y de roue, qui, en gros, réduit la taille de l'estomac à 1 à 2 cuillerées à soupe. Donc, pour contrôler le poids, ce qu'on fait, c'est qu'on empêche l'organisme d'absorber de la nourriture. En réduisant l'estomac à une taille si faible, on ne peut pas manger parce que notre estomac va exploser, donc on coupe l'alimentation de manière importante. Donc ça a été introduit dans les années 60. À peu près une dizaine d'années plus tard déjà, on remarque que la chirurgie conduit à une diminution importante, vraiment significative de la glycémie chez les gens qui sont diabétiques de type 2. Et cette réduction-là se fait pas une fois, bon, mettons, on a un patient de 400 livres, pas une fois qu'il est tombé à 150 livres. La réduction, le contrôle de la glycémie se fait en l'espace d'une semaine à 10 jours, après l'opération bariatrique. Et cette glycémie-là va rester sous contrôle. Donc, 22 patients, par exemple, dans une étude, une vieille étude sur 29, sont en rémission 2 ans après l'opération encore. On sait ça depuis 1978. Donc, quel est le message à ce moment-là? C'est que pour les chirurgiens, cette guérison-là est liée à l'opération, à la modification du fonctionnement enzymatique des organes internes, des organes liés à la digestion. Et donc, pour les chirurgiens, cette guérison-là reste complètement liée à l'opération, et non à la perte de poids ou quoi que ce soit. Donc, c'est lié à la mécanique, à la plomberie qu'on a faite, au changement de plomberie. Malgré tout, malgré qu'on sache ça depuis 1978, il reste que le consensus chez les médecins, c'est qu'on ne peut pas guérir du diabète de type 2. Même s'il y a des exemples. Donc, ce qui est fascinant pour moi. Donc, on devrait au moins, après ça, dire qu'il existe une possibilité de guérir, parce qu'on a une preuve d'existence ici. Mais malgré la preuve d'existence, dans le domaine du diabète, chez les gens, les endocrinologues qui traitent le diabète de type 2, le message, c'est qu'on ne peut pas guérir. Et en fait, c'est un message qui est encore maintenu aujourd'hui. Après la sortie de mon livre, j'étais chez Isabelle Maréchal au 98.5. J'étais en téléphone et il y avait sur place en studio un endocrinologue de l'Université de Montréal. Et pendant que j'étais là en entrevue, ce qu'il dit, c'est impossible, le pancréas ne peut pas se régénérer. Ce sont les mots qu'il dit directement. Je raccroche et là, Isabelle Maréchal commence à parler avec lui de la chirurgie bariatrique et il dit, donc dans le même 20 minutes, le même médecin spécialiste dit, oui, en effet, la chirurgie bariatrique permet de renverser, de ramener le pancréas à son fonctionnement. Donc le même médecin, quand il met son chapeau d'endocrinologue où il pense à la chirurgie bariatrique, a un message opposé sur la même maladie. Et ça montre un peu la façon dont on approche dans le monde médical certaines façons. Ça montre à quel point les médecins
sont en général pas des scientifiques. Okay? L'approche médicale, ce n'est pas nécessairement une approche scientifique. Pour toutes sortes de raisons, je vais revenir un peu là-dessus, qui font qu'un médecin doit m'emmener traiter et ne peut pas écouter tout ce qui se passe. Donc, il vit dans un cadre assez rigide, et ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement à l'affût des transformations ou des oppositions. Donc, comment moi je suis arrivé à chercher une cure, et je vous garantis que c'est scientifique. Donc, je vous avais dit, donc à la fin 2013, j'avais perdu quand même une trentaine de livres. J'avais toujours une glycémie que je devais contrôler avec des médicaments. Je courais un peu. Et je suis parti en France. Donc, je suis allé à Paris après la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Donc, je suis allé en sabbatique à Paris. C'est pas si mal Paris. Donc, j'ai passé là quelques mois, mais c'est un peu frustrant de toujours contrôler sa glycémie, pas pouvoir goûter aux pâtisseries qui ne sont pas si mal à Paris et autres. Donc, rendu au mois d'avril, j'en avais un petit peu soupé de me priver comme ça. Et je me suis posé la question, donc presque un an après mon diagnostic, est-ce que c'est vraiment vrai que le diabète est une maladie chronique? Donc, comme à peu près tout le monde, je me suis assis devant mon ordinateur le midi, puis j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Mais l'avantage, c'est qu'étant prof d'université, dans une université, je ne suis pas limité au site grand public, je peux aussi lire des articles scientifiques. Okay? J'ai accès à la littérature scientifique. Mais en fait, donc j'ai cherché, évidemment, j'ai découvert que le thé vert est une solution miracle pour le diabète de type 2, que le jus de carotte aussi permet de guérir le diabète de type 2, que de prendre 3 cuillerées à soupe de vinaigre avant de se coucher règle tous les problèmes de glycémie. C'est vraiment fascinant ce qu'on peut trouver sur Internet. Le problème, évidemment, c'est qu'aucune de ces affirmations-là n'était appuyée par des études scientifiques sérieuses. Et en lisant ce qu'il y avait autour des textes, il y avait de bonnes raisons de penser que ce n'était pas si sérieux que ça. Okay. Mais je suis tombé sur un article dans The Guardian, un article d'un journaliste, Richard Doughty, dans The Guardian. The Guardian, c'est un quotidien britannique très sérieux, un peu de gauche, où ce journaliste-là racontait sa propre expérience, où, suivant les recommandations d'un physiologiste britannique, et je reviens là-dessus tout de suite après. Donc, suivant ces recommandations-là, qui avait réussi à guérir en gros en perdant rapidement du poids. Donc, il avait fait, c'est pas quelqu'un qui était gros, là. C'est quelqu'un qui mesurait 5 pieds 7, okay, 148 livres. Donc, un indice de masse corporelle de 23,2 pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Okay? Mais en gros, ce n'est pas si gros que ça, 70 livres. Et il avait été diagnostiqué avec un diabète de type 2. Ce qu'il a fait, avec un premier régime standard, il avait perdu à peu près 11 livres. Et puis, il a suivi la recommandation, le régime de Newcastle, je vais revenir là-dessus, pendant 11 jours à 700 calories. Et donc, il était rendu, au final, il avait perdu 22 livres, il était rendu à 126 livres, ce qui n'est pas gras, hein? Même à 5,7 livres, il était avec un indice de masse corporelle d'un peu moins de 20. Donc, c'est maigre, OK? Et avec ça, il est parti d'une glycémie de 9 millimoles par litre, donc assez élevée, à une glycémie à 5,1, qui est une glycémie normale. Et il racontait ça 3 mois après avoir fait ce régime-là. Il était toujours à 5,1 millimoles par litre. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, voilà quelque chose d'intéressant. D'abord, c'est un bon journal, ce n'est pas quelque chose de farfelu. Donc, je suis allé voir la littérature et je suis en effet tombé sur les travaux de Roy Taylor. Roy Taylor, qui est un physiologiste à l'Université de Newcastle, en Angleterre. Un physiologiste, ce n'est pas un médecin. Un physiologiste, c'est un chercheur qui s'intéresse au fonctionnement du corps humain. Donc, comment le corps fonctionne. Et lui, ce qui l'intéressait, entre autres, c'est le fonctionnement des organes internes et le rôle de la graisse sur ces organes-là. Et il utilise, entre autres, une technique d'IRM, donc la même technique que vous utilisez, l'imagerie en résonance magnétique, qui permet, en fait, de mesurer la concentration d'hydrogène qui est liée. Donc, la graisse n'a pas la même concentration d'hydrogène que les autres tissus dans le corps humain. Donc, avec ces appareils-là, on peut mesurer la quantité de graisse dans les organes internes. Avant l'IRM, on était obligé de faire une autopsie et la plupart des patients n'aiment pas beaucoup l'autopsie
voir où est-ce qu'ils en ont sur leur graisse. Donc, en gros, ce n'était pas une approche très valorisée, en tout cas pas pour faire des suivis. Donc, Taylor s'intéresse à partir du début des années 90 au rôle de la graisse dans les organes internes. Et ce qu'il va découvrir, entre autres, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un de ceux, ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré ça, mais il va montrer, entre autres, que la graisse est toxique pour les cellules bêta, toxique pour d'autres organes internes aussi. Et à partir de 2000, il va se dire peut-être que ce qu'on nous raconte sur la chirurgie bariatrique est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas la chirurgie qui guérit du diabète, mais c'est la perte de poids rapide qui va brûler d'abord la graisse interne. Okay? Donc, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, il semble, quand on fait un régime draconien, la première graisse qui est brûlée, c'est la graisse à l'intérieur des organes, du pancréas, du foie, etc. Okay? Ce n'est pas très clair pourquoi, mais il semble que ce soit ça. Donc, lui, il a cette idée-là au début des années 2000, mais c'est un physiologiste, ce n'est pas un médecin. Donc, il ne fait pas d'études sur des patients. Donc, il va en parler autour de lui, chez des gens diabétiques qui vont l'essayer. Finalement, vers 2008-2009, il va chercher un peu d'argent. Il va convaincre Nestlé, qui fait un substitut alimentaire, d'y financer son étude. Et il va faire une étude sur 13 patients pour tester son régime. Et son régime de Newcastle, que je dirais c'est un régime pseudo-chirurgical, c'est-à-dire qu'avec le régime qu'il propose, il reproduit un peu l'alimentation de quelqu'un qui a suivi une diète une chirurgie bariatrique. C'est-à-dire, il va dire, en gros, ce régime-là est à 700 calories par jour. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, là, on mange autour de 2000-2400 calories par jour. Donc, c'est à peu près le tiers au quart d'une alimentation régulière. Donc, ce n'est pas beaucoup de calories. Donc, ce qu'il dit, c'est donc, on va manger 3 repas à 200 calories par jour. On va manger 200 grammes de légumes verts qui contiennent peu de calories, mais qui ont des fibres. Et ça, c'est juste pour faciliter le fonctionnement du système digestif. Et boire beaucoup d'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la nourriture. Donc, quand on ne mange pas beaucoup, on a besoin de s'hydrater. Il faut donc boire beaucoup d'eau. Il propose ça et il va tester ça sur un groupe de... ça, c'est en fait, je reviens là-dessus. Il teste ça sur un groupe de 11 personnes. Et à la fin de son étude, sur les 11 personnes, il y en a 9 qui sont plus diabétiques. Et il va poursuivre l'étude 3 mois. Et pas les 9, mais il y en a peut-être 7 ou 8 qui vont encore contrôler leur poids à la fin de l'étude. Et ça, il publie ça en 2011. Et c'est cet article-là que je vais lire. Et c'est cet article-là qui va me convaincre de l'essayer. Okay? Qu'est-ce qu'on peut risquer à une diète à 700 calories? Bien, le pire qui peut s'arriver, c'est qu'on perde du poids, ce qui n'est pas si mal quand même. Donc, je me suis mis à la diète et je l'ai testé pour une dizaine de jours en avril 2014. Et j'avais peur, me disant, si je mange 700 calories par jour, est-ce que je vais être capable de bouger? Donc, j'avais peur de tomber. Donc, la première journée, quand je suis allé travailler, je me tenais sur le bord du mur en disant, je vais peut-être m'effondrer par manque d'énergie. J'avais encore 30 livres de surpoids, un bon 30 livres. Donc, en réalité, je n'avais rien à craindre. Et donc, après 10 jours de ce régime-là, j'avais une glycémie à jeun qui était devenue à peu près normale, sans médicaments. Donc, j'ai arrêté ma médication après 3 jours. Et après ça, je partais à une conférence, donc j'ai cessé le régime et ma glycémie s'est remise à remonter. Ça a pris à peu près 2 semaines avant que ma glycémie revienne à un niveau où il fallait que je prenne des médicaments. Et ça m'a convaincu que ça pouvait fonctionner. Par la suite, donc j'ai refait ce régime-là 2 autres fois l'été. Entre-temps, j'ai perdu du poids plus lentement. Donc, ce qui fait qu'à la fin de l'été, je suis passé d'après 190 livres à 163 livres à la fin du mois d'août. Et à la fin du mois d'août, à 163 livres, ma glycémie était normale et j'ai arrêté de prendre ma médication. Et ça fait donc depuis août 2014 que je ne prends pas de médication et que ma glycémie est normale. Okay? Donc ça, pour vous dire, ça fonctionne. Maintenant, un cas particulier, ce n'est pas suffisant pour faire de la science. Heureusement, Taylor ne m'a pas attendu puis il a fait ses travaux de son côté. Donc, il est allé chercher il est allé chercher un financement plus large de
UK Diabetes, donc l'équivalent de Diabète Québec en Angleterre. Il est allé chercher un financement, puis il s'est associé avec des médecins pour faire une étude plus solide. Et il a fait une étude avec 300 participants qui a été publiée il y a 2 ans, donc en décembre 2018. Avec 200 participants qui commençaient tous avec un poids d'à peu près 220 livres, donc à peu près 100 kilos, donc, il y a un groupe qui était un groupe contrôle où on leur a donné simplement les recommandations d'usage habituelles. Et le deuxième groupe, on leur a dit, bien, suivez le régime de Newcastle, mais contrairement au premier essai à 12 personnes où les gens venaient manger en laboratoire tous les jours, donc on pouvait vraiment contrôler ce qu'ils faisaient, ces gens-là, on leur a dit, voici ce que vous devez. On leur a donné le paquet de substituts alimentaires, puis on a dit, partez, puis revenez nous voir. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas suivi ça. Mais quand même, en moyenne, OK, après 12 mois après le régime, donc les gens ont fait le régime 2 mois, puis après ça, après 12 mois, on a mesuré. Donc, les gens avaient perdu à peu près 20 livres en moyenne chez ceux qui avaient fait le régime de Newcastle. Les gens qui n'avaient pas fait le régime avaient perdu à peu près 5 livres. Donc, il y avait une différence. En termes de glycémie à jeun, en fait, d'hémoglobine glyquée, qui donne une mesure sur le temps moyen du taux de glycémie, mais ce qu'on voit, c'est quand même, il y avait une chute importante de l'hémoglobine glyquée, donc la quantité de sucre dans le sang chez ceux qui ont fait le régime, alors que chez ceux qui ne l'avaient pas fait, il n'y avait pas eu de changement. Okay. 109 personnes sur les 149, malgré une perte de poids au final là, de 20 livres, 109 sur 149 n'avaient plus de médication après 1 an, alors que 0 chez ceux qui ont suivi les recommandations de la Société diabétique. Ça, c'est les recommandations là, qui sont offertes par Diabète Québec, par exemple. Okay? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, et plus encore, quand on regarde avec le poids, la perte de poids totale, chez les gens qui avaient perdu plus que 15 kilos, donc plus que 40 livres à peu près, 86 % des gens étaient en rémission après 12 mois, tandis que ceux qui avaient perdu moins de 5 0,5 kilos, donc moins de 10 livres, il y avait seulement 7 % qui étaient en rémission. Okay. Maintenant, donc ça, c'est donc, mon approche, je vous l'ai dit un peu, OK? Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Ce que je voudrais maintenant revenir, c'est sur la réponse du système médical un peu là-dessus. Il est quelle heure? Ça fait déjà 1 heure que je parle. Je vais revenir avant. Donc, moi, mon livre a été publié. Donc, mon livre a été publié. Il y a eu toutes sortes donc, les journalistes, évidemment, n'ont pas cru mon livre comme tel. Donc, ils sont allés voir des spécialistes pour avoir une contrepartie à mon livre. OK? Et le même endocrinologue qui est interviewé chez Isabelle Maréchal est interviewé dans Le Devoir quand mon livre est sorti. Et ce qu'il disait, c'est qu'il faut faire très attention avec des régimes comme celui-là à 700 calories parce que ça a des effets secondaires comme la mauvaise humeur. Okay? Donc, ça peut nous mettre de mauvaise humeur d'avoir un régime à 700 calories. Moi, je trouve que ce n'est pas si mal d'être de mauvaise humeur pendant 1 mois pour guérir à vie, là, mais pour un endocrinologue, semble-t-il, c'est suffisamment préoccupant pour qu'on ne puisse pas recommander un régime comme ça. Même chose chez les diététistes. Les diététiciens ont été assez critiques de ce livre-là en disant ces diètes-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'une fois qu'on arrête la diète, on reprend du poids. C'est vrai que quand on arrête la diète, si on n'a pas changé notre façon de manger, on reprend du poids. Mais le problème, ce n'est pas la diète. Le problème, c'est l'après. Okay? Et je dirais, j'ai été chanceux dans ce cadre-là parce que moi, ça m'a pris 2 ans avant d'atteindre mon poids parce que pendant la première année, je ne savais pas que je pouvais guérir. J'ai juste j'ai appris à manger correctement, puis à contrôler mon poids, puis à perdre du poids. Donc, une des choses que je peux dire, c'est que la bonne façon de maigrir, c'est certainement d'apprendre à manger correctement avant de faire un régime draconien, pas après. Parce que si après avoir perdu 30 livres, on n'a pas appris à manger à 700 calories par jour, là, ça ne nous apprend pas à manger normalement ou correctement. C'est une façon de manger qui est anormale. Donc, ce qu'on apprend quand on fait un régime draconien comme celui-là, c'est rien de pertinent pour vivre après. Même après avoir appris à manger comme il faut, ça m'a pris 1 année après mon dernier régime pour contrôler mon poids à peu près. Okay? Ça prend du temps à apprendre à manger correctement. Donc, je pense que d'apprendre à manger avant en partie, de changer son alimentation avant de faire un régime,
c'est essentiel. Donc, prendre une alimentation qui nous permet de perdre du poids un peu doucement, comme ça, si on fait un régime draconien, on peut le reprendre. Mais de dire qu'un régime à 700 calories ne marche pas parce qu'on reprend du poids après, c'est pas de la science. Okay? Et j'étais toujours chez Isabelle Maréchal, qui m'a invité souvent. J'étais à une émission de perte de poids. Donc, je me suis retrouvé dans des trucs comme ça. Et il y avait un médecin de la santé publique qui était là. Et sa position au médecin de la santé publique, c'était « les régimes ne marchent pas ». Okay? Moi, je disais, franchement, c'est ridicule. En gros, un régime, c'est rentrer moins de calories qu'on en brûle. Puis que ce soit une calorie de chip ou une calorie de brocoli, il faut moins de calories qui rentrent qui sortent. Et d'abord, pour ce médecin-là, une calorie de brocoli, ce n'était pas la même chose qu'une calorie de chips. Okay? Je suis d'accord que d'un point de vue nutritif, le brocoli, ce n'est pas la même chose qu'une chip, mais calorie par calorie, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est couper des calories. Okay? Et pour vous dire comment le monde médical est tellement figé qu'il est incapable de penser correctement. Donc, il y a quelqu'un durant l'émission, quelqu'un qui envoie un courriel qui dit j'ai fait 10 semaines de régime à 400 calories par jour, puis il dit j'ai perdu 10 livres. Fait que ma réponse, c'est ça se peut pas. Si on est 10 semaines à 400 calories, tu perds 30-40 livres, OK? Tu n'as pas le choix. La réponse du médecin de la santé publique, c'est impossible, un régime, on ne perd pas de poids. Donc, sa position à lui, c'était tu ne manges pas pendant des mois, un régime, ça ne marche pas, donc tu ne perds pas de poids. Puis évidemment, c'est moi qui avais raison. Donc, le gars aurait écrit, il a dit, c'est vrai, ce n'est pas 10 semaines que je vais dire, c'est 10 jours. Donc, 10 jours à 400 calories, que tu perds 10 livres, c'est à peu près correct. Okay? Donc, il y a un problème de la médecine de ce côté-là. Les médecins sont rigides dans leur façon d'analyser les choses. Ils sont dogmatiques, souvent, dans des choses comme ça. J'ai parlé à un spécialiste, lorsque mon livre est sorti, un endocrinologue, j'y raconte mon histoire. Donc, en gros, la réponse des médecins était soit ce que je dis, c'est n'importe quoi, ou encore oui, on le sait. Donc, cet endocrinologue-là, je lui parle, il me dit oui, il dit je sais. Il dit, la semaine dernière, j'ai un de mes patients qui a perdu 50 livres, puis son diabète est contrôlé, il a la glycémie normale. Mais j'ai dit, pourquoi vous n'en parlez pas d'abord? Ah, il dit, ça ne me donne rien d'en parler, mes patients ne perdent pas de poids. Donc, encore une fois, il y a un patient qui a perdu 50 livres, puis sa position, c'est ça ne me donne rien de dire à mes patients qui devraient perdre du poids beaucoup parce qu'ils n'en perdent pas. Donc, je peux comprendre que la majorité des gens ne perdent pas de poids. Mais pour moi, de ne pas offrir ça comme alternative ou comme possibilité, juste parce que je suis blasé puis je ne veux pas répéter encore une fois qu'on devrait perdre plus de poids, ce n'est pas éthique. Si on sait qu'on peut contrôler avec une perte de poids massive, et la perte de poids, ce n'est pas le 5 % qui est proposé par Diabète Québec. La perte de poids, comme celle que j'ai vécue, je suis passé de 230 livres à 170 livres. Okay? Donc, on parle de 20 % de mon poids. Là. Donc, c'est beaucoup plus significatif. Et Diabète Québec, également, quand mon livre est sorti, a publié une critique très négative de mon livre. Donc, je réécris, j'ai dit, est-ce que je peux vous parler? Ça aura pris 6 semaines à ce qu'ils me répondent. Ils sont loin, ils sont dans le quartier Saint-Michel. Internet ne voyage pas vite, semble-t-il, jusque-là. Donc, toujours est-il que je les ai rencontrés et ils m'ont dit, ah, on a beaucoup aimé votre livre, c'est intéressant. Mais j'ai dit, pourquoi dans le cas-là, vous avez écrit cette critique-là? Ah, mais vous savez, les diabétiques de type 2, ils sont vieux, ils ne sont pas éduqués, fait qu'ils risquent de ne pas comprendre. Et ça, ce que je vous dis, là, c'est mot pour mot. J'étais furieux du mépris qu'ils présentent face aux gens qui financent leur salaire. Okay? Parce que c'est une association qui vit des dons des pharmaceutiques, de Coke et autres, mais aussi des gens qui sont supposés représenter. Et leur position, c'est que ces gens-là sont trop niaiseux d'une certaine façon pour qu'on leur parle de manière intelligente. Et en fait, quelques semaines plus tard, Diabète Outaouais m'a invité à donner une conférence et Diabète Québec m'a fait désinviter. Et le seul groupe de diabétiques à qui j'ai parlé, c'est Diabète Trois-Rivières, Diabète Mauricie, juste après qu'il ait quitté Diabète Québec. Donc l'an dernier, ils m'ont invité à parler une fois qu'ils ont quitté Diabète Québec, parce qu'ils se trouvaient mal servis par cette association-là. Et là, ils ont pu m'inviter. Mais il a fait un blackout. Et j'en fais pas une maladie, là. J'ai plein de choses pour m'occuper.
Je ne fais pas des nuits blanches parce qu'on ne m'invite pas pour parler de diabète. J'ai plein de choses à faire. Vraiment, une fois que mon livre est sorti, je passe à d'autres choses, je vais faire d'autres choses de ma vie. Mais ce que je trouve déplorable, ce n'est pas qu'on ne m'invite pas, c'est qu'on refuse de présenter des alternatives, même si la science est de plus en plus claire là-dessus. Et l'étude que je vous ai montrée sur 300 patients, il y en a d'autres études qui ont été faites depuis, et c'est clair. Et on savait depuis longtemps, juste la chirurgie bariatrique, on a les résultats depuis les années 80 qu'on sait que c'est réversible. Okay. Évidemment, perdre du poids, ce n'est pas facile. Et je veux juste vous dire, là, quand je vous dis guéri, les gens pensent parfois que ça veut dire que je mange encore 700 calories par jour depuis 6 ans. Si je mangeais 700 calories par jour depuis 6 ans, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, OK? Je serais mort. Ça ne marche pas. Donc, je mange normalement, je fais attention à mon poids, mais je vais manger des desserts, je vais manger de tout normalement, mais il ne faut pas que je prenne de poids, il faut que je reste actif aussi parce que j'ai un problème, mon corps n'absorbe pas facilement l'insuline. J'ai un problème génétique. Donc, pour ça, je peux faciliter la vie à mon pancréas en faisant de l'exercice. Là, ça fait déjà depuis le mois de juin que je ne cours pas parce que j'ai une hernie qui m'empêche de courir. Et avec le système de santé ces jours-ci, on n'est pas dans la priorité des opérations. Là. Mais en gros, il faut courir, il faut faire de l'exercice, mais après ça, maintenir son poids. Et si je vois que ma glycémie monte un peu, ça m'arrive souvent une fois par année à peu près, je vais refaire un régime de 7, 8, 10 jours pour ramener ma glycémie, puis je vais être bon encore pendant un an. Donc, dans ce sens-là, je suis guéri. Je n'ai pas de signe, je vais voir un médecin, il ne peut pas me diagnostiquer, il ne peut pas savoir que j'ai été diabétique. Est-ce que c'est une rémission, c'est une guérison? Je m'en fous un peu parce que ça change les choses. Donc, il y a des questions. Donc, pour moi, ce qui est fascinant là-dedans, c'est la façon dont le monde médical, avec des données qui remontent à 1978, a refusé de poursuivre ces questions-là jusqu'à temps qu'un physiologiste, qui n'était pas un spécialiste du diabète, mais c'est quelqu'un qui étudiait les organes internes, et n'ayant aucune réponse de la part des endocrinologues, a fait lui-même sa propre étude sur 13 patients et a bénéficié en fait de UK Diabetes, qui est drôlement plus ouvert que Diabète Québec, et qui a financé une deuxième étude à plus grande échelle. Okay? Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il a quand même fallu presque 40 ans pour que la communauté médicale s'ouvre à des données qui étaient disponibles, des données disponibles dans sa communauté, pour toutes sortes de raisons. D'abord, évidemment, les chirurgiens, quand tu es chirurgien, puis tu fais une opération, puis quelque chose se passe, bien, tu en déduis que c'est toi qui es responsable. Ça te permet de protéger ton précaré, de justifier tes opérations, ce que tu fais. C'est pas nécessairement, c'est pas de la mauvaise foi, c'est la nature humaine d'une certaine façon. Les médecins, c'est un groupe qui est extrêmement corporatiste. Okay? On est très fermé, on se regarde entre eux. Moi, j'ai donné à peu près aucune conférence, je vous l'ai dit, j'ai donné aucune conférence à des groupes diabétiques, aucune conférence devant des médecins ou quoi que ce soit. Je suis quand même biophysicien, je suis prof d'université, je ne suis pas complètement le farfelu au bout du monde. Là. Je donne 60 conférences par année grand public sur l'énergie, sur le climat, des choses comme ça. Je n'ai jamais été invité à parler de ça à des médecins. Okay? Ils sont très corporatistes, ils ne se parlent qu'entre eux et ils ne sont pas très ouverts aux idées qui ne viennent pas d'eux. Okay? Et ça a limité la capacité de trouver une solution pour le diabète. Là, ça rentre dans le monde médical et c'est de plus en plus accepté. Ça ne réglera pas tout parce que tout le monde ne peut pas perdre du poids facilement. Il y a toutes sortes de raisons. Perdre du poids, ça demande une volonté, ça demande une condition. Moi, je n'ai pas de famille, il y a un environnement, j'ai une capacité en termes d'emploi, d'environnement autour de moi qui m'a facilité ça. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais il doit être offert, cette possibilité-là doit être offerte à tout le monde et présentée. Et après la sortie de mon livre, j'ai eu des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ont guéri. Le problème, évidemment, c'est que j'ai reçu aucun témoignage de gens qui n'ont pas guéri parce que normalement, ces gens-là n'écrivent pas. Donc, moi, je n'ai pas de données scientifiques. J'ai des anecdotes qui me disent que oui, c'est possible, mais je n'ai aucune idée quel est le taux de succès, quelle est la durée, etc.
Et c'est ça des questions qui restent ouvertes, des questions scientifiques. Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de suivre un régime si draconien ou est-ce que c'est juste le poids final qui importe? Des études dans les années 90 suggèrent qu'une perte de poids rapide est plus efficace pour une même perte de poids qu'une perte de poids lente. Des études sur la glycémie montrent que quelqu'un, sur ces deux petits groupes quand même, mais en gros, quelqu'un qui perdait le même poids en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois, sa glycémie baissait plus rapidement et restait contrôlée plus rapidement. Est-ce que quand on perd le poids rapidement, la graisse sort plus du pancréas? Je ne sais pas. Okay? Des études faites par Taylor sur des gens qui ont subi une chirurgie bariatrique montrent que des gens qui ne sont pas diabétiques ont une concentration de graisse dans le pancréas au même poids. Là. Des gens qui vont subir une chirurgie bariatrique, donc des gens qui sont très en surpoids. Si on n'est pas diabétique, notre niveau de graisse dans le pancréas est la même que chez quelqu'un qui n'est pas en surpoids. Si on est en diabétique de type 2, on va avoir 15 à 20 plus de graisse dans le pancréas. Et quelques jours après, quelques jours, 10, 15, 20 jours, là, après la chirurgie bariatrique, le taux de graisse dans le pancréas revient au même niveau que chez quelqu'un qui n'est pas diabétique. Okay? Donc, est-ce qu'une perte de poids rapide brûle la graisse? Ce n'est pas clair. Je ne sais pas. On n'a pas la réponse encore. Mais on a des mesures qui suggèrent que c'est ça. Mais Taylor lui-même évite de se prononcer là-dessus pour le moment. Est-ce que la rémission, c'est permanent ou temporaire? Moi, je dirais, d'abord, si j'ai déjà eu le diabète, c'est clair que je suis susceptible de le redévelopper. C'est clair que j'ai un pancréas fragile. Donc, il va falloir que j'y fasse attention toute ma vie. Le diabète, c'est la condition. La fragilité de mon organe, c'est une autre chose. Donc, on peut définir ça comme on veut, mais il y a une fragilité qui reste. Est-ce que ça permet d'inverser le diabète après plusieurs années de maladie? Il y a beaucoup d'exemples qui disent oui, mais c'est des anecdotes parce que toutes les études sont toujours faites sur du monde qui ont été diagnostiqués diabétiques 2 ans ou moins, okay, pour avoir des cohortes relativement uniformes. Donc, on n'a pas encore d'études sur des gens qui sont diabétiques depuis 15 ans ou 20 ans. J'ai eu des gens qui m'ont écrit qui sont en rémission au moins, mais il n'y a pas de données scientifiques, des études claires là-dessus. Okay? Est-ce qu'on peut renverser même si l'insuline est nécessaire? Oui. Il y a des études dans certains cas où la réponse est oui. Encore une fois, on ne sait pas c'est quoi le taux, qu'est-ce qu'il faut pas. C'est clair que si on est à l'insuline seulement, ça veut dire que notre pancréas ne marche plus. Si on prend un complément d'insuline avec d'autres médications, mais il y a encore une chance que le pancréas puisse revenir. Est-ce que la diète fonctionne pour tout le monde? On ne sait pas non plus. Okay? Donc, je ne vous dis pas que c'est un truc miracle, qu'on connaît tout. Okay? Il y a plein de questions, mais il y a suffisamment de réponses, je dirais, pour avancer. Et donc, je vais sauter un petit peu la question des légumes et autres. Là. Dans mon livre, je donne des idées de menu et tout. Ce n'est pas l'objectif ici. Pour moi, écrire ce livre-là a été fascinant. A été fascinant d'abord par l'étude de la documentation de la littérature. À quel point ce qu'on découvre, c'est qu'il y a énormément de littérature qui, malgré les démonstrations, article après article, que la proposition des organismes officiels de Diabète Québec et des autres sociétés diabétiques, que cette proposition-là est tout à fait inefficace pour empêcher la progression de la maladie et relativement moyenne même pour la contrôler, que ça reste aujourd'hui le message. Okay? On a testé, il y avait une étude fascinante en Autriche, où on a pris des médecins, des équipes médicales qu'on a formées pendant des mois pour accompagner des patients, pour dire, avec une bonne formation, une bonne éducation, les gens vont être capables de mieux guérir. Donc, on avait 2 groupes médicaux, formés et pas formés. Puis, après 1 an, on a regardé comment les patients avaient évolué et il n'y avait aucune corrélation entre le degré de formation de l'équipe médicale et d'accompagnement des gens puis leur contrôle de la glycémie. Et on a vu que certains médecins qui n'avaient aucune formation de 3 mois sur la gestion de diabète, pour des raisons qui n'étaient pas connues, donc des raisons personnelles, arrivaient à des taux de succès beaucoup plus grands que la moyenne. Donc, c'était beaucoup plus des cas individuels. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'être formé pendant 3 mois
pour dire il faut que tu manges mieux, il faut que tu suives le guide alimentaire canadien, que tu perdes un peu de livre, que tu fasses de l'exercice. Donc, une fois que tu as dit ça, c'est ça le traitement qu'on offre aujourd'hui par les sociétés médicales. Ce qui prend quand même pas beaucoup d'études médicales, je dirais, pour comprendre ces enjeux-là. Le problème, après ça, c'est la médication. La médication avance, c'est-à-dire qu'on a des médicaments plus performants. On commence à avoir des médicaments qui semblent avoir un petit impact sur le pancréas et ça reste encore dans une optique médicale. Est-ce qu'on peut développer la pilule qui va renverser la dégradation du pancréas ou qui va maintenir le pancréas actif en donnant la pilule pour toujours? Même si on a à côté un traitement qui n'est pas médicalisé, qui pourrait faire l'affaire, au moins chez quelques pourcentages des patients, qui aurait un impact majeur sur leur qualité de vie. Mais le monde médical n'est pas prêt. La médicalisation et les médicaments, c'est au cœur de l'approche médicale. C'est très difficile d'avoir une autre approche. Et il y a toute une optique vis-à-vis de l'alimentation qui est de plus en plus figée par les diététistes et toutes sortes de pensées très rigides sur qu'est-ce qui est l'alimentation. Il y avait une étude il y a quelques années qui montrait, par exemple, les bienfaits d'une diète sévère et en fait, on avait regardé des cas dans le passé, par exemple, si on regarde, par exemple, durant la période spéciale à Cuba, donc quand l'URSS est tombé, Cuba a perdu de l'accès à la nourriture puis à l'argent. Donc, les gens, pendant quelques années à Cuba, on n'avait rien mangé. Okay? Ils se sont retrouvés dans une période quasiment de famine pendant quelques années. Le taux de sucre, évidemment, le taux diabétique a chuté de manière importante durant cette période-là. Et quand on fait des études par la suite, on s'aperçoit que même une période comme ça n'a pas d'effet à long terme négatif sur la santé des gens. Je ne parle pas de ceux qui sont morts de faim, là, mais ceux qui ont survécu, ceux qui ont passé à travers. Il n'y a pas d'effet à long terme. Donc, un régime très faible en calories n'a pas d'effet à long terme. Okay? Et ces gens-là, comme les gens au Moyen Âge, comme les gens dans toutes les périodes de famine, n'étaient généralement pas accompagnés d'une diététiste quand ils faisaient ce régime-là forcé. Okay? Et malgré tout, ils s'en sortaient. Donc, il y a tout un rapport à l'alimentation aujourd'hui où on veut l'encadrer, il faut que ça soit fait avec des spécialistes et tout. Il ne faut pas charrier, on est capable. Mais toute cette rigidité-là fait que ça limite la capacité, je dirais, à faire passer ces messages, puis à identifier parmi le lot de trucs qui sont un peu farfelus, les solutions qui sont valides et soutenues par la science. Donc, c'est ça le message que je vais vous passer aujourd'hui. Donc, pas simplement que le diabète est réversible, mais à quel point le monde médical peut se fermer les yeux sur des preuves internes qui viennent de sa propre machine pendant des années pour rester dans un mode rigide qu'on a établi, puis pas se remettre en question. Donc, je vais juste arrêter ici. Je vais prendre des questions. Je vais quand même en profiter pour faire la publicité de mon livre qui sort la semaine prochaine, Pandémie quand la région tombe malade, qui est un livre qui revient un peu sur la gestion de la pandémie, la façon dont les scientifiques se sont conduits là-dedans, qu'est-ce que la science qu'on comprend de cette pandémie-là. Je cite d'ailleurs le livre de Cyril 2 fois dans ce livre-là. Et je reviens aussi sur les médias, la réponse des médias, la façon dont on a ignoré les plus démunis, les femmes, les jeunes, comment ils sont frappés de plein fouet par la réponse à la pandémie et un petit peu comment on aurait pu faire mieux. Donc voilà comment on devrait faire mieux. Donc, je vais arrêter ici, prendre des questions. Merci beaucoup pour votre patience. En attendant, peut-être que je peux poser une question moi-même. Vas-y. Concernant le jeûne et le ramadan, est-ce que ce sont des choses qu'on devrait recommander à la plupart de la population ici? En fait, le problème du ramadan, c'est le soleil se couche à un moment donné. Et normalement, donc on fait le jeûne dans la journée, mais le soir, on se rattrape. Alors, il n'y a pas de perte de poids significative dans ces conditions-là. Il y a eu les jeûnes intermittents, mais c'est vraiment pas si clair. Le jeûne intermittent, il y a des questions. C'est pas, les gains ne sont pas aussi clairs. Les études ne sont vraiment pas aussi claires sur les avantages à long terme du jeûne intermittent. Mais c'est sûr que
si on fait un jeûne intermittent, ça veut dire pendant quelques jours, on mange moins. Donc, au total, on a moins de calories. Donc, mais au-delà de ça, ce n'est pas clair présentement. J'ai une question, Claude Coulombe. Oui. Oui, moi, je te remercie d'abord. À quel point on croit souvent que la science est ouverte, mais qu'il y a des carcans culturels qui l'empêchent d'avancer. Il y a d'autres exemples. En physique, avec la matière noire, entre autres, ça faisait longtemps qu'avec Zwicky, je pense que c'est ça, on savait que les galaxies, ils tournaient trop vite. Puis personne ne regardait l'article, puis ça a pris d'autres mesures, en fait, très complexes pour qu'on se repose la question. Mais la matière noire, on aurait pu la découvrir dans les années 40. Là. Du moins, l'hypothèse aurait pu être faite dans les années 40. Mais en effet, c'est très difficile de dire. La science, par défaut, est réticente à apprendre quelque chose de nouveau, à moins que la preuve soit forte. Okay? Ou que ça s'inscrive dans un mouvement de pensée ou qu'il y a des déstabilisations. Donc, il y a quand même des raisons pour éviter justement qu'on parte dans trop de directions farfelues. C'est certain. Mais je dirais, il y a aussi d'autres carcans, comme vous disiez, qui sont des carcans culturels, sociaux. Et dans ce cas-ci, par exemple, c'est que la médecine n'est pas forte sur les changements d'habitude. On préfère de beaucoup les pilules parce qu'on a un meilleur contrôle et on ne remet pas la responsabilité au patient. Donc, il y a toute une question en médecine de dire finalement, c'est la médecine qui a la responsabilité, le patient est moins impliqué. Donc, c'est des façons de faire aussi. Mais je suis d'accord avec vous. Donc, il y a plusieurs explications. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas tomber dans la conspiration. Ce n'est pas ça mon message. Mon message, c'est qu'il y a des barrières. Là. Il faut être conscient de cela. On pourrait aller dans le complotisme qui parlait que les grandes pharmaceutiques, là, j'ai entendu ce discours-là, c'est eux qui font que ces traitements-là ne sortent pas, comme le fameux moteur à eau, là, on s'entend aussi, on rigole, là, le moteur à eau en mouvement perpétuel, c'est parce que les compagnies de construction automobile, ils empêchent les brevets ou ils empêchent la recherche de sortir. Là, à un moment donné, il y a des choses qui sont pas vraies non plus dans ces complots-là. Non, il n'y a pas de conspiration. Il faut comprendre que chaque groupe a ses intérêts. Et c'est souvent la somme des intérêts des groupes qui fait qu'on va dans une direction ou une autre. Et ça, c'est pas un complot. Donc, ce n'est pas un complot, mais évidemment, on a chacun nos intérêts. Donc, chacun défend ses intérêts et les groupes défendent leur propre groupe d'intérêts. On a des corporatismes et c'est l'ensemble de tout ça qui fait. Par exemple, Diabète Québec, à un moment donné, était sorti en disant parce qu'il était financé par Coke, à un moment donné, il avait pris une grosse subvention de Coke et leur position, c'était de dire parce que ce n'est pas la faute des publicités, c'est à chacun de nous de prendre nos responsabilités. Okay? Donc, évidemment, quand tu reçois une grosse subvention de Coke, tu ne mettras pas Coke de l'avant en disant qu'ils sont responsables en partie du surpoids, donc pas juste Coke, mais toute l'industrie de la mauvaise alimentation. Évidemment, s'il n'y avait pas de publicité, s'il n'y avait pas des efforts pour associer ça à la santé et au sport, il y aurait moins de ces consommations-là. Ce ne serait pas nul. Donc, on a une responsabilité individuelle, mais il y a des responsabilités collectives. Et donc, il faut comprendre où sont les intérêts. Mais ça ne fait pas nécessairement des conspirations. C'est sûr que les pharmaceutiques ont un intérêt. Et leur intérêt, ce n'est pas que les gens arrêtent de prendre des médicaments, parce qu'ils vivent de médicaments. Et, je suis allé donner une conférence, justement, une série de conférences là-dessus en Martinique, invitées par des nutritionnistes un petit peu hors normes. Et elles avaient invité des médecins, entre autres, avec qui elles travaillent. Et il y a un médecin qui a répondu, et j'ai vu le texto, a dit, je ne suis pas pour aller l'écouter, il me vole des malades. OK? Heureusement que ce n'est pas le cas de tous les médecins qui pensent comme ça, mais il y a cette pensée-là de dire, c'est aux médecins de régler les maladies, quelqu'un de l'extérieur n'a pas son rôle. Et ce n'est pas juste moi. Un physiologiste comme Taylor, ça a pris des années pour qu'il soit écouté, même si c'est un spécialiste du domaine, parce que ce n'est pas un médecin, c'est un physiologiste. Je pourrais demander aussi, des fois, je me demande parce que ton histoire, je trouve super intéressante, parce que là, tu remets en doute aussi un peu tout le système médical, puis c'est quelque chose que j'apprécie. Dans le sens que tu dis, est-ce que ça ne serait pas que le système médical essaie de se protéger eux-mêmes dans leur milieu de telle sorte de toujours prouver qu'ils ne font jamais d'erreur? Ben, comme ça, c'est très corporatiste, les médecins. Très, très corporatiste, ce monde-là. Donc, en gros, les médecins sont une élite qui reste entre eux et qui sont assez fermés à l'extérieur, à ce qui vient
hors d'eux. Okay? Même à l'intérieur du monde médical, les médecins sont une caste qui n'ont pas beaucoup de respect pour les infirmières, pour tout le personnel autour. Et c'est un fonctionnement qu'on a maintenu et toute la société les protège. Les médecins sont bien en vue. Donc, ils ont un intérêt à maintenir cette caste-là parce que ça justifie leur propre rôle dans la société. Il faut comprendre que cette position-là est aussi accordée par le reste de la société et comme corporation, comme individu, tu n'as pas d'intérêt comme groupe à être le premier qui te saborde, là. Mais je veux dire, quand je remets en cause, je me suis appuyé sur la science, sur les études scientifiques pour tout ce que j'ai écrit. Okay? Donc, je ne remets pas en cause le fonctionnement de la science, je ne remets pas en cause non plus même le fonctionnement de la médecine, mais la médecine donne des bons résultats en général, mais a les problèmes qui viennent avec cette structure-là, cette façon de faire, qui a quand même mené à des avancées importantes. Mais elle a un angle qui est assez étroit, elle a des façons de faire. Donc, pour moi, ce n'est pas de dire, c'est toute la fumisterie, mais il faut comprendre les limites, les forces de ces structures-là. M. Mousseau, il n'est pas vrai qu'en recherche biomédicale aussi, il y a beaucoup de tensions entre les scientifiques qui font partie des équipes, comme les biochimistes, les biologistes, et évidemment les médecins qui sont souvent les patrons, parce que dès qu'on touche, dès que ça touche à l'humain, les médecins, souvent même avec des compétences scientifiques moins grandes, mais c'est eux autres qui sont les patrons qui dirigent ces équipes-là. Et il y a souvent une tension, ne serait-ce qu'au niveau de la reconnaissance, par exemple, du travail des uns et des autres dans ces équipes-là. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça, c'est la dynamique interne du fonctionnement. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça a un effet sur les résultats scientifiques comme tels. Donc, il faut à un moment donné distinguer un peu qui va chercher l'argent. Donc, entre celui qui va chercher l'argent et celui qui fait le travail, il peut exister des tensions. Et dans des grandes équipes comme ça peut exister. Et ça existe, en fait, c'est pas juste ça peut exister, ça existe. Mais il faut quand même faire la différence entre ça puis les tensions. Je dirais, un des problèmes du monde médical, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'études. C'est des études qui sont coûteuses, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mauvaise science qui est publiée parce qu'à un moment donné, il faut justifier l'argent qu'on reçoit. Et toutes les études ne sont pas de très bonne qualité. C'est assez... Je dirais, quand on tombe dans le monde médical, les études sont difficiles à faire. Souvent, le bruit est extrêmement important et souvent, les conclusions... je vais donner juste un exemple de côté là, que je cite dans mon livre sur la pandémie. Donc, il y a quelques années, un chercheur à une équipe à l'Université Concordia publiait une étude épidémiologique qui disait qu'en fait, l'espérance de vie était augmentée de 7 mois par volée d'escalier qu'on montait par jour. Okay? Donc, si on montait une volée d'escalier par jour, on avait une espérance de vie 7 mois plus longue que si on ne montait pas d'escalier. Puis si on en montait 2, on avait 14 mois. Okay? C'est complètement farfelu. C'est impossible quand on fait une analyse épidémiologique à travers toutes les différences de nos actions de faire ressortir que démonter une courbe de marche va avoir un effet direct sur la longévité. Mais quand on prend un échantillon de 500 personnes ou de 1000 personnes, tu as toujours des corrélations que tu vas être capable de faire par pure chance. Okay? Ce n'est pas des corrélations qui ont une validité scientifique ou physique, mais ça a une validité statistique, c'est-à-dire tu peux dire à l'intérieur de mon jeu de données, les statistiques me donnent. Donc, c'est un résultat farfelu, mais si moi j'ai reçu, je ne sais pas moi, 500 000 $ pour faire une étude, la seule correspondance intéressante que j'ai trouvée, c'est celle-là. Ben, je vais la publier pour faire semblant que j'y crois, parce que sinon, comment je vais avancer ma carrière? Comment je vais aller chercher ma prochaine subvention? Donc, il y a des structures de financement qui font qu'il y a beaucoup de bruit de fond en médecine. Parce que les données, les argents sont importants, les sommes sont importantes et il faut qu'on publie pour aller chercher d'autres fonds. Donc, dans la littérature médicale, plus que dans d'autres littératures, à cause de la difficulté d'extraire des données, fait en sorte qu'il y a beaucoup de mauvaise science qui rend difficile de savoir ce qui se passe pour vrai. Il faut vraiment lire la littérature, puis s'attarder, puis faire le travail. C'est un peu le problème, oui, parce qu'on ne publie pas les études négatives. Fait que si quelqu'un essaye de faire une étude, par exemple, quand
d'un lien entre le cancer puis un produit, je ne sais pas, moi, on pourrait prendre juste de l'eau, par exemple. Je suis sûr que quelqu'un trouverait que l'eau provoque un cancer sur quelque chose en fouillant suffisamment dans ses données pour trouver une corrélation et la publier. Fait que c'est un petit peu le problème avec ce qu'on appelle le data mining. Professeur Mousseau, je voulais juste mentionner une petite chose sur la marche. Vous avez mentionné une couple de fois que la marche, c'était pas très, très bon sur le plan cardiovasculaire. Mais j'aimerais ça vous amener avec nous autres en montagne, monter 800 mètres de dénivelé, l'équivalent de 300 étages, pour nous dire s'il y a un effet cardiovasculaire ou pas. Je te parle, c'est une petite marche après le souper, une petite marche tranquille. C'est une marche rapide ou une marche qui monte et tout. Il faut que le cœur batte. Fait que c'est ça qui est important. Là. Ça, c'est quand vous essayez de suivre Michel, ça. Et je voulais mentionner aussi Jonathan Jarry qui a fait un podcast le 8 novembre dernier, ça fait moins d'une semaine, sur The Body of Evidence, puis il parle du diabète aussi et il donne quelques références aussi en dessous de son podcast pour ceux que ça intéresse. Alors, j'ai donc une question concernant le régime de Newcastle. Votre expérience personnelle dit que vous devez faire un régime de type Newcastle pendant 3 semaines, un mois. Alors, la seconde question, c'est que j'avais vu sur Arte, la chaîne franco-allemande en France, il y a quelques années, un documentaire sur le jeûne qui avait été découvert durant le régime soviétique. Le fait que de pratiquer un jeûne permettait d'améliorer la santé. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce genre de choses. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'études sur en fait, mais je dirais que les études ne sont pas toujours aussi claires parce que c'est souvent sur des effets à long terme. Ce qu'on voit, c'est que le jeûne au moins ne nuit pas à la santé. Ça, il y a beaucoup d'études là-dessus. Même un jeûne forcé n'a pas des effets à long terme sur la santé. Ça a souvent des effets, en effet, qui peuvent être positifs parce que le corps se met en mode plus de défense, semble-t-il. Dans mon cas, en fait, j'ai fait 3 fois une dizaine de jours à peu près, entrecoupé d'une diète quand même où je perdais du poids, là, mais une diète moins sévère. Mais ça dépend des individus, ça dépend du niveau où on est pour arriver. L'objectif, finalement, ce n'est pas compter les jours, c'est à ce qu'à la fin, on arrive à contrôler notre glycémie. Il faut le prendre comme ça, pas prendre ça comme une approche draconienne. D'un autre côté, en faisant un régime en plusieurs étapes, bien, entre les étapes, on rééquilibre notre poids, on rééquilibre notre alimentation et ça fait que le choc final est moins grand. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Fung, par exemple, à Toronto, est un ardent défenseur du jeûne, surtout du jeûne intermittent. Donc, il y a plusieurs études là-dessus. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'alimentation. Donc, je peux pas. Ce dont je vous parle, c'est autour de ce que j'ai lu, mais je ne veux pas aller au-delà de ça non plus. Fait que là-dessus, je pense qu'on va remercier le conférencier pour son excellente conférence. Et merci à vous. On va se dire à la prochaine.